Donc, nouvelle vidéo du Naver. Euh, Certaines personnes auraient tendance à me signifier que c'est complètement hypocrite et déplacé de se cacher les yeux. En fait, à vrai dire, si je fais ça, c'est parce que ce que je dis, je le dis pas pour me faire connaître, pour me faire remarquer. Du moins pas pour le moment, c'est pas du tout mon but. Euh, J'essaye de m'exprimer, en fait, comme un français moyen, quoi. Je veux dire, je pourrais être n'importe quel français, n'importe quelle personne, voilà, donc je fais une analyse moyenne de la situation en tant que français moyen. Ce que je vois de mon point de vue en étant dans un bas niveau de la société. Euh, donc nouvelle vidéo pour parler des journalistes. Il y a un truc qui me tarabiscote là à chaque fois que j'écoute la radio. Là, par exemple, pour ce qui est de la Palestine. Alors, comment ils nous présentent ça à la radio? Qui vont me dire, oui, les Palestiniens ont envoyé tant de comment ça s'appelle, de roquettes sur Israël, ont bombardé, etc. Il y a une petite fille qui est morte. Et donc ils présentent bien les choses telles qu'elles sont, hein, d'accord, ils sont honnêtes. Par contre, quand ils viennent à parler des Israéliens, c'est les Israéliens ont opéré tant de raids aériens. Voilà. Je veux dire, ils parlent pas de, enfin, c'est ce magouillage en fait. C'est-à-dire que d'un côté ils sont honnêtes, mais de l'autre, ils présentent les choses d'une manière douce, quoi. Je veux dire, bon bah ils ont fait des raids aériens sans plus. Il n'y a pas besoin d'être spécialisé dans la communication pour se rendre compte que les mecs ils nous baratinent, quoi. Enfin ça, moi ça me, mais rien qu'à la radio, quoi, en écoutant n'importe quelle radio, ce sera toujours le cas, toujours, toujours. Aussi la manière dont ils présentent les faits, qui m'impressionne. C'est-à-dire que les journalistes vont vous présenter, vont banaliser les faits graves. C'est-à-dire, alors on apprend que tel chanteur, tel comédien a eu un accident ou est mort ou quoi que ce soit. Clac. Bon, ça c'est un fait moyen, je veux dire, les trois quarts des gens s'en foutent, c'est une personne qui est morte, ça arrive tous les jours. Les chrétiens d'Irak se font, éventuellement, ils sont persécutés, ou les Palestiniens, il vient d'y avoir un raid, les hostilités ont repris entre Gaza et, euh, et Israël. Voilà, hop, et puis la météo. Voilà. Donc il vous casse une information hyper importante entre la météo et l'histoire d'un chanteur. C'est quand même, voilà, c'est une méthode de banalisation. Je veux dire, j'ai pas fait de com, j'ai rien fait, mais voilà, moi ce que je constate, c'est que c'est extrêmement abusé. On banalise ça. Enfin, les journalistes aussi ont un manque de fair play absolu. C'est-à-dire que on touche à leur profession, quand on vise personne, on dit les journalistes, tout de suite, chaque journaliste se sent concerné. Et chaque journal se sent concerné. C'est-à-dire qu'on va dire, ouais, les journalistes en général, et donc, on va dire un journaliste, sans citer lequel, tous les journalistes vont se sentir concernés, c'est-à-dire que ils vont tomber systématiquement sur la personne, chercher tout ce qui va pas chez lui, le démonter, le détruire. Aucun fair play. C'est vraiment le plaisir de démonter les gens, quoi. De dire, bah, on est les plus forts, vous attaquez pas à nous, sinon on vous détruit. Voilà, donc on est dans une sorte de tyrannie du journaliste. C'est-à-dire qu'on peut pas contredire les journaux, on peut pas, puis y a pas moyen, c'est eux qui détiennent tout. On peut rien faire contre eux. Rien faire du tout. Euh, je me demande jusqu'à quand. Bah déjà, à mon avis, les Français lisent plus trop les journaux, mais ils n'écoutent plus trop la radio, la télé. Mais je me demande jusqu'à quand les journaux vont avoir la main mise sur l'information. C'est normal, c'est des journaux, le journal c'est fait pour ça, il n'y a pas tellement d'autres moyens. Quand je dis les journaux, c'est les journaux les plus importants actuellement. Euh, quand est-ce que les Français vont en avoir marre
de suivre toutes les informations qu'on leur donne comme des moutons. Dire, on leur dit un truc, ils le prennent comme ça, quoi. Je veux dire, clac. Donc voilà, une autre petite chose aussi avec les journalistes, c'est, comment dire, moi ce que j'ai écouté, c'était le jour, c'était l'histoire qui se passe en Ukraine, là, donc les petits conflits à deux ronds, pro-russes, pro-rien du tout, pro-Europe, quoi. Et en fait, c'est la manière dont ils présentaient les journalistes aussi, ça m'a beaucoup amusé. Donc, d'un côté, on a les rebelles, qui sont forcément méchants, pour rien pour eux, qui tirent, qui font tant de victimes, qui tirent tant de fois, etc. Et d'un autre côté, on a le gouvernement en place, donc les gentils, qui eux, mais se contentent de représailles. Voilà, c'est un titre représailles. On parle pas de victimes. En fait, on n'emploie aucun terme fort au pouvoir ukrainien qui est en place, légitime ou non légitime, je m'en fous. Et quant aux rebelles, entre guillemets, hein, eux, c'est tout de suite des vilains, des méchants. On emploie des termes forts comme bombarder, canarder, enfin, je sais pas, tout de suite. Voilà, donc c'est le contraste en fait, termes doux, termes forts. Donc c'est vraiment un manque d'objectivité absolue, ce qui n'est normalement pas admissible chez deux personnes, c'est chez les historiens et chez les journalistes. Maintenant, dans ce cas-là, autant se faire critique. Ah, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, voilà. Les journalistes aussi pour l'affaire Dieudonné, alors ça... Il y en aurait des pages à en dire. Je pense que vous avez tous suivi ça. Pas besoin de faire un trop long descriptif, ça fait déjà suffisamment longtemps que ça dure. On va pas s'étaler là-dessus. Il y a un autre sujet qui me tenait à cœur, en plus du journalisme. C'est les dettes. Voilà, on parle beaucoup de la dette envers le peuple juif. Ah ben ça, je ne la nie pas. Je ne nie pas que le peuple juif a été persécuté. Loin de moi l'idée de le nier. Je ne suis pas un nihiliste. Le peuple juif a été persécuté. Les juifs ont été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut parler de la Shoah, en effet, oui. La Shoah. Dans ce cas-là, moi je demande qu'il y ait une dette éternelle des persécutants envers les persécutés. Donc déjà, dans un premier lieu, il faut tenir compte que un des principaux persécutants des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a été un juif. En effet, le premier lieutenant d'Himmler, le Reichsführer, le commandant des SS, le premier lieutenant d'Himmler était un juif. De sang juif, d'origine juive, de famille juive. C'était un juif. Donc, les juifs ont une dette éternelle envers les juifs. Et d'un. Ensuite, combien de Français sont morts, combien de Français ont mis leur vie en péril pour sauver des juifs? Combien de juifs ont été sauvés par le Vatican? Dans un second temps, on peut lire ça dans un récit historique d'un journaliste qui s'appelle Les Mains du Miracle. Il faut savoir que le peuple hollandais, donc j'ai des origines hollandaises, donc ma famille, personnellement, a été mise en danger. Il y avait un danger de génocide sur le peuple hollandais, parce qu'à un moment Hitler en a eu marre, il a dit ça suffit, je vais faire un génocide sur la Hollande, camp et tout ce qu'il faut pour l'élite hollandaise, etc. Donc, et ces Hollandais ont été sauvés grâce au médecin d'Himmler, qui a intervenu, qui a intercédé, vous le lirez dans Les Mains du Miracle. C'est un récit historique, véridique. Les faits ont été constatés. Donc voilà, je veux dire. Les Polonais aussi ont énormément souffert. Ce qu'on appelle les Romanichels, les gens du voyage, ont énormément souffert aussi. Un autre point. Quand est-ce que le peuple français a reconnu sa dette éternelle envers les Vendéens? Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, il y a eu un génocide vendéen entre 1791
et 1795 ou 96. Il y a eu un véritable génocide vendéen. Les Bleus ont massacré les Vendéens, notamment dans la virée de Galère. Mais alors, quand ils massacraient, moi je veux dire, les Vendéens se battaient. Bon, peut-être que quelquefois il y avait des vengeances, des choses comme ça, des choses pas très belles à voir, mais globalement les Vendéens se battaient d'hommes contre hommes. Même des femmes vendéennes se battaient. Les Bleus, eux, c'était une autre technique. C'est-à-dire que les Bleus attaquaient, l'armée révolutionnaire attaquait, et quand elle attaquait les Vendéens, elle pillait les villages, bousillait les récoltes, tuait même parfois les femmes et les enfants pour suspicion de trahison. Suspicion. Hein. Alors à l'époque, c'était pas t'es reconnu coupable à condition qu'on l'ait prouvé, qu'on ait une preuve que t'es coupable. C'est t'es suspecté et tu n'es innocent qu'à partir du moment où tu apportes la preuve de ton innocence. Donc ça marchait complètement à l'envers. Voilà. On pourrait s'étaler plus que ça sur la Vendée, je pense que je ferai une autre vidéo sur ça, et sur 1789, mais là c'est pas le but. C'est plus pour parler des dettes éternelles. Donc je pense que la France a une réelle dette éternelle envers les Vendéens et les Bretons. Alors quand je parle des Vendéens et des Bretons, c'est la Vendée et la Bretagne militaire de l'époque. D'un autre côté, qu'est-ce qui s'est passé dans les colonies? Les colons sont arrivés, par exemple je prends le cas de l'Amérique du Nord. En Amérique du Sud, on trouve beaucoup d'indigènes. Beaucoup d'Indiens. En Amérique du Nord, on voit que dalle de... comment on appelle ça? Des croisés, des descendants des Indiens, des métis. On trouve que dalle de métis. On trouve que dalle d'Indiens. Ils sont parqués dans des petites réserves et c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé en Amérique du Nord? En Amérique du Nord, l'Angleterre y allait. C'était des protestants, enfin anglicans. Mais pour les anglicans, pour les protestants, il y a l'histoire de la prédestination. C'est-à-dire que ton âme est sauvée à condition que tu réussisses dans la vie, que tu aies les richesses, etc. Donc quelqu'un qui n'a pas de richesse, quelqu'un qui est pauvre, qui est misérable, ne peut pas être sauvé. Donc c'est un peu un sous-homme, quoi. Les protestants ont considéré les Indiens comme des sous-hommes. Les Français sont arrivés, c'était des catholiques qui sont allés évangéliser, etc. Certes, il y a eu des choses pas très jojo du côté des Français, mais les protestants, eux, ont bousillé les Indiens. Ils s'en sont servis, ils ont trahi leur confiance et ils les ont bousillés. Voilà, clairement. Donc je pense il y a là aussi un génocide du peuple indien, du peuple indien d'Amérique du Nord. Et qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Concrètement, actuellement, ils vivent dans des réserves, ils sont alcoolos, ils ont plus rien. On leur a piqué tout leur territoire. 99,9% du territoire américain du Nord appartient aux Américains colons, pas aux Américains indiens. Où est la dette envers ces gens-là? Où est la dette? Ils ont été martyrisés comme d'autres peuples. Voilà. Donc, je me demande quand est-ce que ce deux poids deux mesures va cesser. Quand est-ce qu'on va soit reconnaître une dette envers tous ceux qui ont été persécutés, ok, soit arrêter de s'apitoyer juste sur un peuple qui a souffert, d'accord, il a souffert. Je veux vous dire, il y a d'autres peuples qui ont souffert. Hein. Les chrétiens ont été martyrisés par les Romains et c'était pas joli à voir, c'était bien pire que ce qui s'est passé pendant la Shoah. Hein. C'était pas juste 6 millions de chrétiens morts. Hein. Il faut voir ce qu'ils subissaient dans les arènes. Hein. C'était quelque chose. Il y a des chrétiens qui ont été persécutés à toutes les époques. Pas pourquoi? Parce que c'est des juifs. Bon bah voilà, c'est des juifs, ils sont morts. Je regrette absolument. Je suis malheureux pour eux. Mais sans plus, quoi. Je veux dire, ma famille n'a absolument pas persécuté les juifs. Autant que je sache, aucune responsabilité là-dedans. Aucune. Donc voilà, ce deux poids deux mesures est exaspérant. Enfin bon, voilà, je vais pas m'étaler plus là-dessus. Voilà, c'est juste que les gens prennent bien conscience que le bourrage médiatique qu'on leur fait est intolérable. Vraiment intolérable.
Dans un film aussi que j'ai regardé, Le Pianiste. Bon, clairement, c'est l'histoire, je crois que c'est bien Le Pianiste, hein. C'est l'histoire du Bronx, en fait. C'est un gars dans le Bronx qui est pianiste, etc. et qui est juif. Et dedans, moi, il fait une remarque qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que font les juifs des États-Unis pour nous aider. En plus, le gars, il est juif, mais alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande partie des juifs, qu'on disait juifs, qui ont été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était principalement des juifs de religion et pas de sang. Donc là, c'est pas un génocide, vu qu'il s'agit non pas du sang juif, mais d'une religion. Donc voilà, il a dit qu'est-ce que les juifs, les riches juifs des États-Unis font pour nous. Et bah rien, en fait, il s'est rien passé. On a attendu qu'ils se fassent bien persécuter, bien massacrer pour débarquer en 1940, 44, 45. Pas d'aide, pas d'intervention. La seule personne qui est intervenue, qui sont intervenus, c'est les gens qui étaient sur le terrain, c'était les Français, notamment, qu'on accuse de collaboration, etc. Donc voilà, deux poids deux mesures. Prenons-en bien conscience et puis faut apprendre à trier aussi, sous nous déblatérer les journalistes. Voilà, bon ben, une prochaine